La salle d'assemblée s'étendait sur près d'1 kilomètre, sa voûte se perdant dans des nuages artificiels flottant dans un ciel projeté. Des chambres de délégués s'élevaient en anneaux concentriques autour de la plateforme centrale, chacune abritant des représentants des 217 espèces composant le Conseil galactique. L'architecture était conçue pour inspirer l'admiration, pour rappeler à chaque être présent qu'il appartenait à quelque chose de plus grand que lui, quelque chose qui avait perduré pendant 60 000 ans. Thomas Garrett se tenait sur la plateforme centrale, les mains jointes derrière le dos, observant le chaos qui se déroulait autour de lui. Il avait 43 ans, des cheveux noirs, coupés courts à la militaire, étaient parsemés de grisonnants. Son visage était buriné, marqué par de trop longues années passées dans l'air recyclé des vaisseaux et sous la gravité artificielle. Il portait le simple uniforme noir du corps diplomatique terrien, sans médaille ni décoration, juste un petit écusson sur l'épaule représentant une bille bleue se détachant sur le vide. L'ambassadeur Vesque parlait, ses 3 mandibules claquant rapidement tandis qu'il gesticulait de 4 de ses 6 bras. Thomas cessa d'écouter. Il avait déjà tout entendu sous une douzaine de formes différentes, de la bouche d'une douzaine d'espèces différentes. Les mots changeaient, mais le message demeurait le même. L'humanité était trop agressive, trop imprévisible, trop dangereuse pour qu'on lui confie un siège au Conseil. L'expansion militaro-humaine se poursuit sans entrave, siffla Levesque, son interprète traduisant ses paroles d'un ton neutre et dénué d'émotion. 17 nouveaux groupes de combat ont été mis en service rien que durant le dernier cycle solaire. Ils fortifient leurs frontières, tout en prétendant avoir des intentions pacifiques. Ils amassent des armes tout en prônant la coopération. Thomas sentit une angoisse sourde et amère lui nouer la poitrine. Une émotion qu'il s'efforçait de refouler depuis 6 mois. Il était venu dans cette salle plein d'espoir autrefois, à l'époque où il croyait encore que la raison et les preuves pouvaient triompher des préjugés. À l'époque où il pensait que les contributions de l'humanité, les progrès de la médecine, les innovations agricoles, les modifications apportées au moteur quantique, qui avaient réduit le temps de voyage interstellaire de 40%, parleraient plus fort que la peur. Il s'était trompé. La représentante du sentier se leva ensuite, son corps cristallin réfractant la lumière du hall en motifs irisés qui dansaient sur les murs. Les pratiques économiques de l'humanité sapent les protocoles commerciaux établis. Elles refusent d'honorer les accords traditionnels de partage des profits. Elles insistent sur la négociation directe plutôt que de passer par des intermédiaires agréés. Parce que vos intermédiaires agréés prélèvent 60%, dit Thomas d'une voix basse, sans même prendre la peine d'activer son micro. De toute façon, personne n'écoutait. Le schéma était clair depuis des mois. Chaque proposition soumise par l'humanité était retardée, renvoyée en commission, étudiée jusqu'à ce qu'elle meure d'oubli. Chaque plainte contre les actions humaines recevait une attention immédiate, une condamnation immédiate. Peu importait que les crèches aient annexé 3 systèmes l'année précédente, sans la moindre réprimande. Peu importait que les cartels commerciaux Trell gèrent de véritables marchés aux esclaves dans leurs colonies périphériques. Peu importait que la moitié des espèces présentes dans cette salle aient commis des atrocités qui feraient passer les pires moments de l'humanité pour de simples bagarres de cours de récréation. Ce qui importait, c'était que l'humanité était nouvelle, jeune, sans expérience. Et pire encore, elle refusait d'accepter sa place au bas de la hiérarchie. Thomas avait passé les 10 dernières années de sa vie dans l'espace du Conseil. Il avait négocié des traités, arbitré des conflits, tissé des liens avec des dizaines d'espèces. Il avait appris leurs coutumes, étudié leur histoire, et s'était contorsionné jusqu'à l'épuisement pour prouver que les humains étaient dignes de confiance, raisonnables, et capables de respecter les règles. Et pourquoi faire? La haute arbitre Xantari activa l'écran holographique de son pupitre, projetant les chiffres des victimes d'une escarmouche frontalière entre les forces de sécurité humaines et des pillards Vesques. 12 vaisseaux Vesques détruits, annonça-t-elle, sa voix portant les harmoniques que son espèce utilisait pour exprimer sa supériorité morale. Des centaines de vies perdues et la réaction humaine, des accusations de légitime défense, un refus de se soumettre à un arbitrage neutre.
Thomas serra les dents. Il avait lu le rapport d'incident complet, et non la version édulcorée que le VSC avait soumise au Conseil. Ces assaillants avaient attaqué une station de recherche humaine, tué 47 scientifiques et tenté de voler des prototypes d'équipements de terraformation lorsque les forces de sécurité sont arrivées. Avant d'ouvrir le feu, les vaisseaux humains avaient diffusé des appels à la reddition en 6 langues. Ils avaient même récupéré des survivants, leur avaient prodigué des soins médicaux et les avaient ramenés dans l'espace VESC. Rien de tout cela n'a été consigné dans les archives officielles. Le Conseil doit agir, déclara l'ambassadeur VESC, les bras grands ouverts en signe d'appel. Nous proposons des sanctions immédiates, la restriction de l'accès humain aux principales routes commerciales, un contrôle obligatoire de toutes les opérations militaires humaines et la suspension de la candidature de la Terre à un siège au Conseil de coopération jusqu'à ce qu'elle démontre un véritable engagement en faveur de la coexistence pacifique. Le vote n'était qu'une formalité. Thomas observa les panneaux d'affichage s'illuminer de réponses positives. Du vert à profusion, une cascade de condamnation, symbole de la volonté commune de 216 espèces. Un seul panneau restait noir. La Terre. Thomas plongea la main dans la poche de sa veste et en sortit une petite puce de données. Il la portait sur lui depuis 1 mois, depuis qu'il avait reçu la transmission cryptée du secrétaire général. Il avait espéré ne pas avoir à s'en servir. Jusqu'à cet instant précis, une part de lui s'était accrochée à l'espoir que la raison l'emporterait, que la justice émergerait du chaos. Il avait renoncé à espérer. Thomas activa son micro. Le bruit de sa mise en marche perça le brouhaha ambiant de l'assemblée, et peu à peu, le silence retomba dans la salle. 216 espèces tournèrent leur attention vers l'humain, qui se tenait seul sur la plateforme centrale. « J'ai une déclaration du gouvernement de la Terre unie », annonça Thomas. Sa voix était posée, calme, professionnelle. Pourtant, son cœur battait la chamade. Il inséra la puce de données dans le lecteur du podium. Les mots du secrétaire général s'affichèrent sur son écran, mais Thomas n'eut pas besoin de les lire. Il avait mémorisé chaque phrase. « Le gouvernement de la Terre unie prend acte du vote du Conseil galactique », commença-t-il. « Nous prenons en compte vos inquiétudes, vos craintes, votre jugement sur notre caractère et nos intentions. » Thomas marqua une pause, laissant le silence s'installer. Il sentait désormais le poids de leur attention, le changement soudain d'atmosphère. Il s'attendait peut-être à des excuses, peut-être à une demande de réexamen. C'était la réaction habituelle des espèces plus jeunes face à un jugement du Conseil. Elles se démenaient, marchandaient, s'abaissaient pour obtenir des miettes d'approbation. Nous reconnaissons qu'au cours des 37 années écoulées depuis le premier contact, nous n'avons pas été à la hauteur de vos attentes, poursuivit Thomas. Nous avons été trop indépendants, trop affirmés, trop réticents à accepter l'ordre établi sans le remettre en question. Pour cela, vous nous avez jugés dangereux, agressifs, indignes. Les mandibules de l'ambassadeur Vesque claquèrent, dans ce qui semblait être un signe de satisfaction. Le corps cristallin du représentant Trell sembla vibrer d'une lumière de contentement. Il pensait avoir gagné. Il pensait avoir remis ces humains arrogants à leur place. Thomas sentit une vague de froid l'envahir, chassant l'amertume, la frustration et la colère. Seule subsistait la lucidité. Par conséquent, déclara-t-il, avec effet immédiat, le gouvernement de la Terre unie se retire de toutes les activités du Conseil galactique. Nous mettons fin à notre statut d'observateur, rompons toutes nos relations diplomatiques et rappelons tous les citoyens humains de l'espace du Conseil. Le silence qui suivit fut absolu. Pendant 3 battements de cœur, l'immense salle de réunion sembla figée, sans vie, un tombeau plutôt qu'un siège du pouvoir galactique. Puis le chaos éclata. La représentante de la piste se leva d'un bond, la lumière jaillissant violemment de son corps. « Vous ne pouvez pas simplement partir. Il y a des protocoles, des procédures que vous avez utilisées pour étouffer toutes nos initiatives, » déclara Thomas. Sa voix ne s'éleva jamais, ne trembla jamais. « Nous avons suivi vos protocoles pendant 37 ans. Nous avons été patients.
Nous avons été conciliants. C'est terminé. Les harmoniques du grand arbitre Xanthari se teintèrent de panique. C'est sans précédent. Aucune espèce ne s'est jamais retirée volontairement de l'espace du Conseil. Alors nous sommes les premiers. Thomas parcourut la pièce du regard, croisant des yeux, des capteurs optiques et des organes sensoriels qu'il ne saurait nommer. Nous sommes venus à vous en toute bonne foi. Nous vous avons offert notre savoir, nos ressources, notre amitié. Nous avons simplement demandé à être traités comme des égaux. Au lieu de cela, vous nous avez traités pendant près de 40 ans comme des enfants dangereux qu'il faut contrôler, contenir et corriger. Le ministre du Commerce, un être dont l'espèce avait entretenu des relations fructueuses avec les entreprises humaines, activa son micro. « Ambassadeur Garrett, je vous en prie, si nous pouvions en discuter raisonnablement. » Thomas sentit un rire amer et rauque lui monter à la gorge. Il a ravalé sa salive. « Nous avons été raisonnables. Nous avons encaissé vos insultes, accepté votre hypocrisie et vu comment vous nous appliquez des règles que vous ignorez lorsqu'il s'agit de vos propres membres. Les crèches ont annexé 3 systèmes habités l'an dernier. Où étaient les sanctions? Où était le contrôle obligatoire? » Le délégué crèche garda le silence, sa silhouette massive repliée sur elle-même dans sa chambre. Il était assez intelligent pour ne pas attirer l'attention. La Confédération Vortan mène des recherches sur les armes biologiques en violation de 37 règlements différents du Conseil, poursuivit Thomas. Nous avons fourni des preuves, témoignages de transfuges, communications interceptées. Votre réponse? Former une commission d'enquête qui étudie la question depuis 6 ans. Le traducteur du représentant Vortan a commencé à protester, mais Thomas a pris la parole pour les couvrir. Quand les forces de sécurité défendent une station de recherche contre des assaillants qui ont assassiné 47 scientifiques non armés, vous votez des sanctions dans les 6 heures. Hein? Thomas a retiré la puce de données du lecteur du pupitre. Nous ne sommes pas intéressés par un jeu où les règles changent selon ceux qui les enfreignent. Il se retourna pour partir, puis s'arrêta. Il y avait encore des choses à dire, des choses qu'il fallait dire. Pas pour eux. Ils ne comprendraient pas. Ils ne voudraient pas comprendre. Mais pour la postérité, pour l'histoire. Vous avez porté des jugements sur l'humanité fondés sur la peur, dit Thomas, en se retournant vers l'Assemblée. Vous voyez notre puissance militaire, et vous supposez que nous sommes belliqueux. Vous voyez notre réussite économique. Et vous pensez que nous sommes des exploiteurs. Vous voyez notre refus d'accepter un statut de citoyen de seconde zone. Et vous pensez que nous sommes arrogants. Il marqua une pause. Vous vous trompez, mais vous ne le croirez jamais, car vous avez déjà une idée préconçue de qui nous sommes. L'ambassadeur Vesk reprit la parole. Vous nous donnez raison. Cette crise de colère, cette réaction puérile face à un contrôle légitime. Il n'y a rien de légitime dans ce que vous avez fait, lança Thomas. Un froid glacial l'envahit alors. Il se sentait détaché de lui-même, comme s'il observait la scène de loin. Vous avez mis en place un système conçu pour vous maintenir au sommet de la hiérarchie. Les nouvelles espèces ne sont pas invitées à vous rejoindre sur un pied d'égalité. Elles sont placées à la base de la pyramide pour être exploitées et contrôlées. Il l'avait clairement constaté au fil des ans, une fois qu'il avait su quoi chercher. La façon dont les espèces plus anciennes contrôlaient l'accès aux technologies clés, distribuant des récompenses symboliques de progrès aux animaux performants. La façon dont les protocoles du Conseil garantissaient que toute contestation du pouvoir établi puisse être enlisée dans les méandres de la bureaucratie pendant des décennies. La façon dont les espèces devenues trop puissantes, trop indépendantes, se retrouvaient soudainement soumises au même type d'examen minutieux que l'humanité. « Nous n'y participerons pas », déclara simplement Thomas. « Nous rentrons chez nous. » Le ministre Drécy tenta à nouveau, la voix désespérée. « Monsieur l'ambassadeur, réfléchissez bien à vos actes. Les conséquences économiques ont déjà été prises en compte. Thomas a passé le mois dernier à travailler avec des économistes et des stratèges,
modélisant avec précision les conséquences d'un retrait. Ce ne serait pas sans douleur. L'économie terrestre en souffrirait. Les entreprises ayant investi massivement dans le commerce intercommunal subiraient maintes des pertes. Mais l'humanité avait survécu à pire. Elle s'adapterait. Plus importante encore, elle serait libre. Les entreprises humaines contrôlent 42% du marché des composants des moteurs quantiques, poursuivit Drécy. 78% des nanotechnologies médicales avancées, dont 39% ne seront plus accessibles aux espèces du Conseil, affirma Thomas. Les contrats existants seront honorés, mais non renouvelés. Aucun nouvel accord commercial ne sera négocié. Aucun transfert de technologie n'aura lieu. Aucune coentreprise ne sera approuvée. Il laissa cette idée faire son chemin. Vous vouliez que nous abandonnions. Félicitations. Il laissa cette idée faire son chemin. Vous vouliez que nous abandonnions. Félicitations. La voix de la représentante de Trell était maintenant tranchante, la lumière émanant d'elle devenant dure et rouge. Vous allez vous saboter. Les colonies humaines de l'espace du Conseil sont en cours d'évacuation, a déclaré Thomas. Chaque citoyen, chaque corporation, chaque présence humaine dans l'espace du Conseil se retire. Nous ne laissons pas d'otages à votre merci. C'était une entreprise colossale. 147 colonies, stations de recherche, comptoirs commerciaux et missions diplomatiques. 2 millions d'êtres humains vivaient et travaillaient dans l'espace du Conseil. La logistique à elle seule avait nécessité 6 mois de planification secrète. Le secrétaire général avait autorisé les préparatifs dès qu'il était devenu évident que le Conseil n'accorderait jamais à l'humanité un statut égal. Thomas s'y était d'abord opposé. Il était si certain que la persévérance finirait par payer, que la preuve de la bonne volonté humaine l'emporterait finalement sur leurs préjugés. Il avait été naïf. Le secrétaire général avait perçu la vérité des mois avant lui. Le Conseil ne souhaitait pas la victoire de l'humanité. Il voulait sa soumission. L'évacuation a commencé il y a 60 jours, a déclaré Thomas. Elle sera achevée dans 30 jours. Après cela, nous vous serions reconnaissants de considérer tout l'espace situé à moins de 10 années-lumière de tout système contrôlé par l'homme comme une zone interdite. Tout vaisseau du Conseil qui y pénétrera sera considéré comme hostile et traité en conséquence. Les harmoniques du grand arbitre Xantari atteignirent une fréquence telle que Thomas en eut mal aux dents. « Vous nous menacez ? Nous établissons des limites, » corrigea Thomas. « Le Conseil semble comprendre cela lorsque vos espèces membres le font, mais le considère comme une agression lorsque nous faisons de même. » Il prit sa mallette près de l'estrade. « La conquête ne nous intéresse pas. La domination ne nous intéresse pas. La vengeance ne nous intéresse même pas, bien qu'elle soit justifiée. » Il se dirigea vers la sortie. Ses pas résonnèrent dans l'immense salle, solitaire et définitif. « Nous avons renoncé à vous convaincre que nous méritons le respect, » lança Thomas par-dessus son épaule. « Vous avez tranché, nous avons tranché. » La voix de l'ambassadeur Vesque suivit. « Vous le regretterez, vous vous isolez, vous vous coupez du reste de la galaxie. » Thomas s'arrêta au seuil de la sortie. Il ne se retourna pas. « Nous ne nous isolons pas, » dit-il doucement. « Nous quittons un club qui ne nous a jamais voulu comme membres. Il y a une différence. » Puis il sortit, et les grandes portes de la salle du Conseil se refermèrent derrière lui dans un fracas de tonnerre. Le couloir était désert. Thomas avait ordonné à tout son personnel de retourner à l'ambassade 6 heures plus tôt pour entamer les derniers préparatifs de départ. Il parcourut seul les couloirs qui lui avaient jadis paru grandioses et inspirants. À présent, il lui semblait vide. Son communicateur vibra. Il le sortit de sa poche et vit un message de son adjoint à l'ambassade. « Tout le personnel est présent, prêt pour le départ sur votre ordre. » Thomas répondit par écrit. « Début des formalités finales. Départ à l'aube. » Un autre message arriva, cette fois de la secrétaire générale en personne. Juste 2 mots. « Bravo. » Thomas remit le communicateur dans sa poche. Il n'avait pas l'impression d'avoir réussi. Il avait le sentiment d'avoir échoué.
comme s'il avait consacré 10 ans de sa vie à une mission vouée à l'échec dès le départ. Mais c'était peut-être le but. Peut-être fallait-il parfois échouer dans un domaine qui ne convenait pas avant de réussir dans un autre. La bonne chose à faire, il commençait à le comprendre, n'était pas de convaincre le Conseil d'accepter l'humanité. La bonne chose à faire était de bâtir quelque chose de meilleur. Quelque chose qui n'exigerait pas que des espèces inférieures se prosternent pour obtenir son approbation. Il sortit du complexe du Conseil et se retrouva plongé dans une nuit artificielle. La capitale du Conseil galactique s'étendait autour de lui, monument à 60 000 ans de civilisation coopérative. Des tours s'élevaient vers le ciel. Les réseaux de transport en commun bourdonnaient d'une circulation efficace. Des êtres venus de 200 mondes évoluaient dans des espaces soigneusement conçus, chaque zone étant adaptée à des besoins environnementaux spécifiques. C'était magnifique. Et l'humanité allait s'éloigner de tout cela sans se retourner. Thomas sourit. Ce n'était pas un sourire de joie. L'ambassade humaine était une structure modeste comparée aux flèches vertigineuses qui abritaient les délégations des espèces plus anciennes. 3 étages aux lignes géométriques simples, construites à partir de matériaux terrestres acheminés à travers la moitié de la galaxie à un coût exorbitant. Thomas avait toujours apprécié sa dignité discrète, sa capacité à se démarquer de l'exubérance architecturale environnante. Ce soir-là, il apparaissait exactement pour ce qu'il était, une présence temporaire qui n'avait jamais vraiment trouvé sa place. Thomas retrouva son adjointe, Rebecca Martinez, au centre de communication. Elle coordonnait les dernières purges de données, veillant à ce qu'aucune information sensible ne tombe entre les mains du Conseil après leur départ. Rebecca avait 38 ans, un visage fin et une concentration intense qui la rendait indispensable en situation de crise. Elle avait été son pilier durant les pires moments de ces dernières années, la voix de la raison lorsque sa frustration menaçait de l'aveugler. « Comment ont-ils réagi ?» demanda-t-elle sans lever les yeux de ses écrans, à peu près aussi bien que prévu. Thomas desserra sa cravate, ressentant soudain le poids de l'uniforme diplomatique. Les Vesques ont parlé d'une crise de colère. Les Trelles sont probablement déjà en train de calculer leurs pertes. Les Zantari semblaient sincèrement surpris que nous ayons pu partir. Les doigts de Rebecca s'arrêtèrent un instant au-dessus de son clavier. Des offres de dernière minute, des promesses de réforme. Thomas laissa échapper un rire dénué d'humour. Ils sont toujours persuadés qu'il s'agit d'une tactique de négociation. Ils pensent que nous reviendrons en rampant une fois que nous aurons compris ce que nous perdons. Il se dirigea vers la fenêtre et contempla les lumières de la ville. Ils ne comprennent pas que nous avons déjà compris ce que nous perdons, et que nous avons décidé que cela ne vaut pas les sacrifices que nous aurions à faire pour le conserver. Les rapports d'évacuation défilaient sur l'écran principal de Rebecca. Les feux verts signalaient les retraites terminées. Les feux jaunes les opérations en cours. Seuls quelques feux rouges subsistaient, notamment dans les colonies situées dans des secteurs éloignés où la logistique était particulièrement complexe. L'exploitation minière de Centauri a terminé son retrait ce matin, a déclaré Rebecca. 43 ans de développement et ils ont tout simplement abandonné le projet, laissant l'infrastructure intacte. Thomas acquiesça. Il avait personnellement examiné cette décision. L'exploitation de Centauri avait été l'une des entreprises les plus lucratives de l'humanité dans l'espace du Conseil, grâce à l'extraction de minéraux rares indispensables à la construction des moteurs quantiques. L'évacuation impliquait d'abandonner non seulement les mines elles-mêmes, mais aussi les stations de traitement orbital, les réseaux de transport, toute la chaîne d'approvisionnement qui avait nécessité des décennies de construction. L'impact économique serait considérable. Mais il y avait des principes qui valaient plus que le profit. Des nouvelles des stations de recherche, demanda Thomas. L'équipe du Dr Singh à bord de la station Kepler a terminé son arrêt technique il y a 6 heures. Ils avaient réussi à emporter la plupart des données cruciales, mais ils avaient dû quitter l'accélérateur de particules. La voix de Rebecca trahissait un regret. 20 ans de recherche en xénobiologie réduits à néant. Thomas sentit une profonde tristesse l'envahir. Les recherches menées à bord de la station Kepler avaient été la contribution la plus importante de l'humanité à la science galactique. Des travaux révolutionnaires sur la régénération cellulaire qui avaient sauvé des millions de vies chez des dizaines,
d'espèces. L'équipe était sur le point de réaliser des percées majeures, des découvertes susceptibles de révolutionner la médecine au sein du Conseil. Désormais, ces travaux disparaîtraient avec leur départ. Ils ont fait leur choix, dit Thomas d'une voix calme. Ils ont décidé que nous contrôler était plus important que notre contribution, qu'ils en assument les conséquences. Rebecca afficha un autre écran, montrant cette fois des interceptions de communication provenant de l'espace du Conseil. Nos services de renseignement signalent des réactions intéressantes. La Fédération du commerce Drécy est en session d'urgence. 3 contrats importants avec des entreprises humaines devaient être renouvelés le mois prochain. Thomas n'était pas surpris. Les Drécy étaient l'une des rares espèces à considérer les humains comme de véritables partenaires, plutôt que comme de simples associés. Leurs relations commerciales étaient mutuellement avantageuses, fondées sur le respect et non sur l'exploitation. Ils souffriraient du retrait de l'humanité, mais ils avaient également voté pour les sanctions. L'hégémonie mobilise des forces militaires, poursuivit Rebecca. On dirait qu'ils envisagent d'occuper une partie du territoire que nous abandonnons. L'hégémonie. Thomas sentit sa mâchoire se crisper. Ils faisaient une partie des espèces fondatrices du Conseil, anciennes et puissantes, et leur armée surpassait celle de la plupart des autres. Ils avaient été parmi les plus farouches critiques de l'humanité, la mettant constamment en garde contre son expansionnisme, tout en absorbant discrètement, système après système, leur territoire. Qu'ils fassent comme ils veulent, dit Thomas. De toute façon, ces systèmes n'ont jamais vraiment été les nôtres. Nous n'étions que des gardiens, gérant ces lieux sous l'autorité du Conseil. Si l'hégémonie souhaite s'occuper de la bureaucratie et du contrôle nécessaire pour les revendiquer officiellement, libre à elle d'essayer. L'expression de Rebecca laissait deviner qu'elle n'était pas entièrement convaincue. Certaines de ces colonies sont habitées depuis 30 ans. Des gens y ont construit leur vie, fondé une famille. Et maintenant, ils rentrent chez eux, interrompit Thomas, dans des systèmes où ils seront citoyens et non sujets, où leurs enfants pourront grandir libres de devoir constamment prouver leur légitimité. Il l'avait vu bien trop souvent au fil des ans. La façon dont les colons humains dans l'espace du Conseil devaient se frayer un chemin dans un labyrinthe de restrictions et de réglementations qui ne semblait jamais s'appliquer de la même manière aux autres espèces. Des enfants humains grandissant en sachant qu'ils étaient des citoyens de seconde zone dans leur propre foyer, voyant leurs parents se soumettre aux autorités extraterrestres non par respect, mais par nécessité. C'est fini. Les flottes de transport fonctionnent au-delà des prévisions, annonça Rebecca en passant à un autre écran. L'amiral Chen estime que tout le monde sera rentré chez soi 2 semaines plus tôt que prévu. L'amiral Lisa Chen commandait la flotte d'évacuation, un ensemble de vaisseaux militaires et civils représentant la plus grande opération logistique en temps de paix de l'histoire de l'humanité. Elle avait passé des mois à planifier les itinéraires, à calculer les capacités de chargement et à coordonner ses actions avec les autorités coloniales sur des centaines de mondes. C'était un modèle d'efficacité organisationnelle. C'était aussi une démonstration des capacités humaines qui ne passerait pas inaperçue auprès des observateurs du Conseil. Les Vesques parlent de retraite, dit Rebecca. Leur chaîne de propagande présente cela comme une preuve de lâcheté humaine. Thomas faillit sourire. Qu'ils le fassent. Quand ils comprendront ce que nous avons réellement accompli, il sera trop tard pour que leur propagande ait la moindre importance. L'évacuation n'était pas un simple repli. C'était une démonstration de faisabilité. L'humanité avait déplacé 2 millions de personnes et d'innombrables tonnes de matériel à travers les étoiles en moins de 3 mois, tout en maintenant une sécurité opérationnelle telle que le Conseil n'avait pu ni anticiper ni interférer avec l'opération. Aucune autre espèce dans l'histoire du Conseil n'avait jamais fait preuve d'une telle capacité logistique. Les conséquences ne tarderaient pas à se manifester. Le communicateur de Thomas émit un signal. Un message crypté de la Terre, classification de priorité maximale. Il l'ouvrit et le lut rapidement, puis le relut plus lentement. « Qu'est-ce que c'est » demanda Rebecca.
De nouveaux renseignements provenant de nos agents dans l'espace du Conseil, répondit Thomas. Apparemment, les Trell prévoient de s'emparer des ressources humaines qui ne peuvent être évacuées à temps. Ils appellent cela du sauvetage d'abandon, en vertu d'un obscur règlement du Conseil. Le visage de Rebecca s'assombrit. Quels actifs! Thomas consulta le message. Le chantier naval orbital de Vega 7, le complexe industriel de Delta Pavonis, le centre de recherche de Wolf 359. Il leva les yeux. Au total, environ 40 milliards de crédits d'infrastructure. Pouvons-nous les arrêter? Se demanda Thomas. Les actifs en question étaient des installations fixes et massives, impossibles à déplacer dans le temps imparti. Ils représentaient des décennies d'investissement humain, des avancées technologiques qui avaient nécessité des années de développement. En temps normal, leur perte aurait été catastrophique. Mais la situation était loin d'être normale. Non, finit par dire Thomas, et nous n'allons pas essayer. Rebecca le fixa du regard. Tom, ces installations représentent... Je sais ce qu'elles représentent. Thomas se dirigea vers son bureau et ouvrit des dossiers classifiés auxquels seule une poignée de personnes avaient accès. Je sais aussi ce que le Conseil ignore. Les dossiers contenaient des spécifications techniques, des rapports d'ingénierie et des notes de service classifiées. Cela dressait un tableau bien différent des activités humaines dans les locaux du Conseil par rapport à ce qui avait été présenté au public. Les yeux de Rebecca s'écarquillèrent tandis qu'elle parcourait les documents du regard. « Des systèmes d'autodestruction, dit-elle à voix basse, installés dans tous les bâtiments importants au cours des dernières années. 5 ans, confirma Thomas. Le secrétaire général ne voulait prendre aucun risque. Si nous ne pouvions emporter notre technologie avec nous, nous n'allions pas la laisser derrière nous, à la portée de tous, pour qu'ils puissent la déchiffrer. Les conséquences étaient colossales. Chaque installation humaine majeure dans l'espace du Conseil était équipée de charges de démolition quantique, des systèmes sophistiqués conçus pour vaporiser complètement toute technologie susceptible d'être utile à d'éventuels ennemis. Le Conseil pensait s'emparer de ressources précieuses. Au lieu de cela, il ne trouverait que des carcasses vides remplies de vapeurs radioactives. « Quand les activons-nous » demanda Rebecca. Thomas consulta son chronomètre. 12 heures après le départ du dernier citoyen humain de la zone du Conseil. Cela devrait laisser juste assez de temps à l'équipe de récupération pour se mettre en position. Rebecca resta silencieuse un long moment, assimilant l'ampleur de leur plan. « Il faut que ça envoie un message », finit-elle par dire. « C'est le but. » Thomas ferma les dossiers classifiés. Le Conseil semble nous prendre pour des enfants qu'on peut intimider. Il est temps qu'ils comprennent. L'évacuation n'avait pas été une retraite. C'était un repli stratégique, soigneusement planifié et exécuté avec précision. Et la destruction des installations abandonnées ne serait ni un sabotage, ni un acte de vengeance. Ce serait une démonstration des capacités humaines, un avertissement sur les conséquences d'une sous-estimation de la Terre. Le Conseil voulait traiter l'humanité comme une espèce mineure qu'on pouvait ignorer ou contrôler sans risque. Il était sur le point de découvrir son erreur. Car les humains ne s'en allaient pas sans faire de bruit. Ils s'en allaient avec un but précis. Et une fois partis, ils s'assuraient que personne ne puisse les suivre. Le communicateur de Thomas sonna de nouveau. Un autre message de l'amiral Chen. Dernier transport quittant Vega 7 dans 6 heures. Tout le personnel est à bord, prêt à déclencher votre ordre. Thomas répondit par écrit. Confirmation. Tout brûlé. Le Conseil avait fait son choix. Ils allaient désormais devoir en assumer les conséquences. Le voyage de retour sur Terre dura 3 semaines. Thomas passa la majeure partie de ce temps dans ses quartiers, à bord du transport diplomatique, à examiner des rapports et à préparer des exposés en prévision des inévitables questions qu'on lui poserait à son retour. Le vaisseau était bondé d'évacués de l'ambassade et des installations humaines environnantes. Des personnes dont la vie avait été bouleversée par des décisions prises dans les lointaines sphères du pouvoir. Il vit l'incertitude sur leur visage, l'inquiétude face à l'avenir.
Mais il vit aussi autre chose, du soulagement. Ce soulagement viscéral qui naît de la fin du jeu, de la libération des faux-semblants, de la nécessité constante de justifier son existence auprès de ceux qui avaient déjà décrété son indignité. La Terre apparut dans le hublot un mardi matin, l'heure du vaisseau. Thomas l'avait vue d'innombrables fois depuis l'orbite, mais elle ne manquait jamais de l'émouvoir. Bleue et blanche, d'une beauté à couper le souffle, suspendue dans le vide comme une promesse. Comme un foyer. Les séances de débriefing commencèrent avant même que sa navette n'atterrisse au complexe diplomatique de Genève. La secrétaire générale Patricia Okoye attendait dans la salle de conférence, en compagnie des chefs d'état-major interarmés, des directeurs du renseignement et d'une demi-douzaine d'autres responsables dont Thomas reconnut les visages grâce au briefing confidentiel. Patricia avait 64 ans, les cheveux argentés, et une présence qui imposait l'attention sans effort. Elle avait été la force motrice du retrait, celle qui avait perçu clairement la véritable nature du Conseil, alors que d'autres s'accrochaient encore à de faux espoirs. « Ambassadeur Garrett », dit-elle en se levant pour lui serrer la main. « Bienvenue chez vous, Madame la secrétaire. » Thomas prit place à la table de conférence. « Je suppose que vous avez examiné des rapports préliminaires, à plusieurs reprises ?» Patricia activa l'écran holographique au centre de la table. La réaction du Conseil fut intéressante. L'écran diffusait des flux d'informations provenant de tout l'espace du Conseil. Les chaînes de propagande du VESC continuaient de clamer haut et fort la lâcheté humaine, mais des failles apparaissaient dans leurs discours. Les forums économiques, pourtant réputés pour leur élégance, étaient emplis de panique quant aux perturbations des chaînes d'approvisionnement. Les réseaux commerciaux de Trell s'efforçaient de remplacer les capacités de production humaine, et les dépêches militaires hégémoniques révélaient ce que Thomas trouvait particulièrement satisfaisant: la confusion. « Ils ne s'attendaient pas à ce que nous partions réellement », déclara le général Raymond Hayes. Il était chef d'état-major interarmé, un militaire de carrière qui avait passé les 10 dernières années à se préparer à une guerre qu'il espérait ne jamais voir se produire. Il pensait que c'était du bluff. « Pendant 40 ans, ils nous ont traités comme si nous n'avions nulle part où aller », a déclaré Thomas. Il croyait sincèrement que nous avions plus besoin d'eux qu'ils n'avaient besoin de nous. Patricia a alors affiché une autre image, montrant les dégâts causés par la destruction des installations. Le chantier naval orbital de Vega 7 n'était plus qu'un nuage de débris moléculaires en expansion. Le complexe industriel de Delta Pavonis s'était vaporisé si complètement que les enquêteurs du Conseil ne purent même pas déterminer ce qu'il contenait. Le centre de recherche de Wolf 359 avait laissé une signature radioactive visible à 3 systèmes stellaires de distance. « Les Trell réclament des réparations », a déclaré Patricia. « Ils prétendent que nous avons enfreint la réglementation municipale en détruisant des installations sur leur territoire. » Un sourire froid se dessina sur le visage de Thomas. Ces installations se trouvaient sur un terrain loué. Les baux ont expiré dès que nous avons quitté le territoire municipal. Ce que nous avons fait de notre propre propriété ne les regarde pas. Ils prétendent également que ces destructions sont des actes de terrorisme, ajouta Sarah Chen, directrice du service de renseignement. Ils font pression pour une résolution du Conseil condamnant la Terre pour action hostile. Qu'ils insistent, dit Thomas en se penchant en arrière sur sa chaise. Nous ne sommes plus membres du Conseil. Leur résolution ne signifie rien pour nous. L'officier militaire hégémonique, l'amiral Kowalski, prit la parole. Ils testent nos frontières. Nous avons subi 17 incursions la semaine dernière, toutes dans un espace soi-disant neutre à l'intérieur de la zone tampon de 10 années-lumière que nous avons déclarée. Protocole de réponse ? Demanda Thomas. Nous diffusons des avertissements en mode standard, leur laissons 30 secondes pour faire demi-tour, puis nous tirons en travers de leur route. S'ils persistent, nous désactivons leurs moteurs et les renvoyons d'où ils viennent. L'expression de Kowalski était sombre. Jusqu'à présent, aucun n'a franchi les tirs d'avertissement. Mais ils nous testent pour voir si nous sommes vraiment déterminés à faire respecter la zone tampon. Thomas avait compris la manœuvre.
Le Conseil cherchait à prouver que le retrait de l'humanité ne leur donnait pas le droit d'imposer leurs conditions, que les anciennes structures de pouvoir étaient toujours en vigueur. Ils avaient tort, mais ils refusaient de l'admettre tant qu'ils n'y seraient maintenus et pas contraints. Des renforcements militaires près de nos frontières demanda-t-il. Rien de significatif, répondit Kowalski. Des ordres demanda-t-il. Rien de significatif, répondit Kowalski. Les Vesques ont déployé 3 groupements tactiques dans les secteurs adjacents, mais c'est plus une démonstration de force qu'une véritable menace. L'hégémonie a augmenté la fréquence de ces patrouilles, mais là encore, cela ressemble davantage à une posture qu'à une préparation à un conflit réel. Patricia rejeta ces démonstrations de force et évoqua des données économiques. L'impact sur notre économie a été considérable, mais gérable. Nous avons perdu environ 12% de notre volume d'échanges interstellaires, mais les marchés intérieurs compensent plus rapidement que prévu. Plusieurs grandes entreprises annoncent des profits records grâce à la réorientation de leur production. Thomas n'en était pas surpris. L'ingéniosité humaine a toujours su s'adapter. Coupées des marchés du conseil, les entreprises terriennes trouvaient de nouvelles opportunités, développant des produits de consommation. Elles innovaient sans avoir à se conformer aux normes et réglementations du conseil. Et les colonies, demanda-t-il, comment s'adaptent-elles? Directeur des affaires coloniales. Marcus Webb a affiché une carte stellaire montrant les 143 systèmes sous contrôle humain, mieux que prévu. Les colonies qui se trouvaient dans l'espace du Conseil sont en cours de réinstallation dans des systèmes situés au sein de nos territoires principaux. Nous avons rencontré quelques difficultés de démarrage concernant l'infrastructure et la répartition des ressources, mais rien d'insurmontable. La plupart des colons sont simplement reconnaissants de se trouver dans un endroit où ils sont désirés. Thomas s'inquiétait de cet aspect du retrait plus que de presque tout autre. Déraciner 2 millions de personnes, les forcer à abandonner des foyers construits au fil des décennies, risquait de susciter un ressentiment susceptible de retourner l'opinion publique contre l'ensemble de la stratégie. Mais le rapport suggérait le contraire. Les gens comprenaient. Ils avaient vécu assez longtemps sous la juridiction du Conseil pour savoir ce qu'ils fuyaient. « Quel est l'avis général ?» demanda Patricia, s'adressant au directeur des affaires publiques. « 73% sont favorables au retrait, répondit-on. Les 27% restants se partagent entre ceux qui pensent que nous aurions dû rester et négocier, et ceux qui pensent que nous aurions dû être plus fermes lors de notre départ. Globalement, la population semble soulagée que nous n'ayons plus à chercher à apaiser le Conseil. » Patricia hocha lentement la tête, assimilant l'information. « Ambassadeur Garrett, vous avez passé les 10 dernières années à traiter directement avec les espèces du Conseil. Selon votre expertise, que va-t-il se passer ensuite ?» Thomas réfléchit attentivement à la question. Il y pensait depuis qu'il avait quitté la salle du Conseil, pesant le pour et le contre. « À court terme, ils continueront de nous mettre à l'épreuve, finit-il par dire. Incursions frontalières, pressions économiques, campagne de propagande. Ils tenteront de démontrer que le retrait de l'humanité était une erreur, que nous nous isolons et devenons insignifiants. Ils ont besoin de ce récit pour empêcher les autres espèces de suivre notre exemple. » « Et à long terme, insista Patricia. Thomas la regarda droit dans les yeux. À long terme, ils vont se rendre compte qu'ils ont commis une grave erreur d'appréciation. Le Conseil existe pour maintenir le pouvoir de ses membres, les plus anciens et les plus influents. Ils ont passé 60 000 ans à perfectionner un système qui maintient tous les autres sous leur dépendance. Mais l'humanité ne correspond pas à ce modèle. Nous sommes trop indépendants, trop innovants, trop réfractaires à la subordination. Il se leva, se dirigea vers l'écran holographique et le manipula pour afficher l'espace sous contrôle humain. Nous contrôlons désormais 143 systèmes. Notre population croît plus vite que n'importe quelle autre espèce sur le territoire du Conseil. Notre technologie progresse à un rythme qui les inquiète, et nous ne sommes plus soumis à leur réglementation, à leur surveillance, ni à leurs tentatives incessantes de limiter notre expansion. Thomas a dézoomé l'affichage, montrant l'espace du Conseil par rapport au territoire humain.
Ils voulaient nous éliminer car ils nous croyaient dangereux. Et ils avaient raison sur ce point. Ils se trompaient tout simplement sur les raisons. L'expression de Patricia était indéchiffrable. Vous pensez qu'ils finiront par s'en prendre à nous? Je pense qu'ils comprendront que nous laisser nous développer sans leur intervention était la pire des solutions, de leur point de vue, dit Thomas. Donnez-nous 50 ans et nous égalerons leurs capacités militaires. Donnez-nous 100 ans et nous les surpasserons. Ils n'attendront pas aussi longtemps. Un silence pesant s'installa dans la pièce. Tous les présents en comprenèrent les implications. Le retrait n'avait pas résolu le problème fondamental. Il n'avait fait que modifier la nature du conflit. Alors, nous nous préparons, finit par dire Patricia. Nous construisons, nous fortifions. Nous veillons à ce que lorsqu'ils viendront, ils comprennent parfaitement le prix à payer pour menacer l'humanité. Thomas acquiesça. Et nous veillons à ce que le reste de la galaxie sache qu'il existe d'autres options que de siéger au Conseil. Il y a des espèces plus jeunes, piégées dans le même système que celui que nous avons quitté. Lorsqu'elles seront prêtes à partir, nous serons là. 18 mois après le retrait, Thomas se retrouva dans l'espace, mais cette fois-ci, selon les conditions de l'humanité. Le vaisseau diplomatique fendit le vide vers un point de rencontre neutre, un système désertique qui n'appartenait à personne, n'était revendiqué par aucun gouvernement et n'était reconnu par aucun traité. Les coordonnées avaient été transmises par voie cryptée par ATA-TTT, un intermédiaire anonyme accompagné d'un simple message. Des représentants de 6 espèces souhaitaient dialoguer. Thomas se tenait sur la passerelle, observant la scène tactique. L'amiral Chen était à la barre, le visage crispé par cette tension contenue qu'on pressentait. Ils avaient dépêché une escorte, 3 frégates filant furtivement à la limite de la portée des capteurs. Le secrétaire général avait insisté. Si c'était un piège, l'humanité ne s'y jetterait pas aveuglément. Contact sur le vecteur d'approche, annonça l'officier des capteurs. 6 vaisseaux, correspondant aux profils attendus. Dressi, Kalesh, Nîmes, Torvan, Zien et un inconnu. Thomas sentit quelque chose changer en lui. Il s'attendait à voir Dressi. Il communiquait secrètement depuis des mois, formulant des questions prudentes sur la possibilité pour l'humanité d'envisager une reprise limitée du commerce. Mais les autres étaient nets une surprise. Les calèches étaient insectoïdes, une espèce grégaire qui avait rejoint le Conseil 60 ans auparavant et dont l'autonomie avait été systématiquement bafouée depuis. Les Nîmes étaient aquatiques, d'excellents ingénieurs, dont les innovations étaient régulièrement revendiquées par des espèces plus anciennes, en vertu des lois du Conseil sur la propriété intellectuelle. Ils connaissaient moins bien les Torvein, notamment leurs lois sur la propriété. Ils connaissaient moins bien les Torvein, une race reptilienne qui vivait en autarcie. Les Djinns, en revanche. Les Djinns étaient intéressants. Ils étaient monotes et membres du Conseil depuis 2000 ans, assez longtemps pour avoir gravi plusieurs échelons de la hiérarchie. Ils n'étaient pas au sommet et n'y seraient jamais autorisés, mais ils avaient suffisamment de pouvoir pour vivre confortablement. Leur présence était significative. « Ils demandent l'autorisation d'accoster », annonça l'officier de communication. Thomas jeta un coup d'œil à l'amiral Chen. Elle acquiesça légèrement. « Accordé, mais maintenez nos armes prêtes à l'emploi. » Les procédures d'amarrage durèrent 20 minutes. Thomas profita de ce temps pour examiner les renseignements recueillis sur chaque espèce représentée. Les tendances étaient révélatrices. Chacun d'eux avait subi l'exploitation du Conseil sous diverses formes. Les Dressi, avec leurs restrictions commerciales. Les Kalesh, avec leur subordination politique. Les Nîmes, avec leurs innovations volées. Même les Djinns, malgré leur puissance relative, étaient non soumises à des contraintes limitant leur autonomie. La salle de conférence était volontairement dépouillée. Thomas l'avait ordonné ainsi. Pas de grands gestes, pas d'étalage théâtral de richesse ou de pouvoir. Juste une table, des chaises adaptées à différentes morphologies et la vérité. Les représentants entrèrent. La délégation élégante était menée par le ministre Kelvin, dont les organes olfactifs complexes frémissaient d'une anxiété que Thomas avait appris à reconnaître.
Les calèches envoyèrent leur souveraine, Tresk, un honneur rare qui témoignait de l'importance qu'ils accordèrent à cette réunion. Le représentant Nîmes était le docteur Venn, l'un de leurs ingénieurs les plus renommés. Les Torvins dépêchent à l'ambassadeur Srek, un vétéran marqué par les cicatrices, dont l'interprète retransmettait les paroles avec une précision chirurgicale. La délégation Jen était menée par le haut coordinateur Vess, dont le regard noir restait impassible. Le navire non identifié n'avait dépêché aucun représentant. Il restait simplement haqué, silencieux, observant la scène. « Merci d'être venu », commença Thomas. Il demeurait debout, un choix délibéré qui le plaçait à la même hauteur que la plupart des délégués. « Je vais être direct. Pourquoi êtes-vous ici ?» Le ministre Kelvin sentit son odorat frémir. Car nous avons observé les agissements de l'humanité, non seulement le retrait, mais aussi ses conséquences. Il activa un petit projecteur holographique affichant des données économiques. Les réseaux commerciaux du Conseil sont déstabilisés. Les composants des moteurs quantiques humains étaient essentiels à 70% du commerce interstellaire. Les Trell ont tenté de reconstituer votre technologie à partir des installations que vous avez détruites. Ils ont échoué, la production a chuté de 43% et les coûts ont triplé. Nos chaînes d'approvisionnement médical se sont effondrées, a ajouté le docteur Venn, sa voix, traduite, trahissant un certain désespoir. La nanotechnologie médicale a sauvé 14 milliards de vies l'an dernier dans l'ensemble de la zone géographique du Conseil. Aujourd'hui, elle a disparu. Nous avons dû recourir à des traitements bien moins efficaces depuis des décennies. Le taux de mortalité ne cesse d'augmenter. Thomas garda un visage impassible, mais il éprouvait intérieurement une satisfaction amère. Le Conseil avait passé 40 ans à considérer les contributions de l'humanité comme allant de soi, présumant pouvoir accéder aux innovations humaines à sa guise, tout en limitant son influence. Ils commençaient à payer le prix de leur arrogance. Le Conseil se fracture, déclara le haut coordinateur Vess. Sa voix était calme et analytique. Pas encore visiblement, mais les tensions économiques s'accentuent. Les espèces qui profitaient monter de la présence humaine se demandent pourquoi le Conseil vous a chassé. Les anciennes puissances s'efforcent de conserver le contrôle, mais elles découvrent que la peur et la force ne suffisent pas lorsque leurs sujets observent d'autres options. « Quelles options ?» demanda Thomas, bien qu'il connaisse déjà la réponse. L'ambassadeur Shrek se pencha en avant. « Vous, l'humanité, vous avez quitté le Conseil et vous avez prospéré. Votre économie croît plus vite que celle de n'importe quel membre du Conseil. Votre technologie continue de progresser sans le contrôle du Conseil. Votre peuple est libre. Son interprète a perçu dans sa voix naturelle ce qui pouvait être une profonde aspiration. Vous avez prouvé que c'était possible. » Thomas s'assit lentement, savourant l'instant. C'était ce que le secrétaire général avait prédit, ce qu'ils avaient espéré sans oser le supposer. Le retrait n'avait pas isolé l'humanité. Ils ont créé un signal. Vous voulez donc vous retirer vous aussi, a déclaré Thomas. Nous voulons explorer les différentes options, a rapidement corrigé le ministre Kelvin. Le Conseil est la seule structure de gouvernance galactique depuis 60 000 ans. Y renoncer est un acte lourd de conséquences. C'est terrifiant, a déclaré le docteur Venn sans embâge. Notre espèce fait partie du Conseil depuis des générations. Nos économies sont intégrées aux leurs. Notre sécurité dépend de la protection du Conseil. L'idée de simplement partir. « Tu ne demandes pas comment partir, » l'interrompit Thomas. « Tu demandes s'il est possible de survivre après être parti. » Le silence qui suivit confirma son analyse. Thomas se releva et se dirigea vers le hublot qui offrait une vue sur la courbure de la planète voisine. Il y a 18 mois, nous contrôlions 143 systèmes et une population totale de 8 milliards d'habitants. Notre économie était fonctionnelle, mais nous étions constamment entravés par les réglementations du Conseil. Notre armée était puissante, mais axée sur la défense, car les protocoles du Conseil limitaient le développement de nos capacités offensives. Notre technologie était avancée, mais contrôlée, car le Conseil déterminait ce que nous pouvions rechercher et ce que nous devions partager. Il se retourna pour les affronter. Aujourd'hui, nous contrôlons 151 systèmes,
avec une population de 8,4 milliards d'individus. Et ce nombre ne cesse d'augmenter. Notre économie a progressé de 22%. Nos forces armées ont mis en service 18 nouveaux groupements tactiques dotés de capacités que le Conseil ne peut égaler, car nous ne sommes plus soumis à son contrôle. Et notre technologie, Thomas sourit. Nous avons réalisé l'an dernier des progrès que nous n'aurions pas pu accomplir en 10 ans sous le joug du Conseil. Mais vous êtes isolés, fit remarquer le haut coordinateur Vess. Coupés du commerce et de la coopération galactique. Nous sommes indépendants, corrigea Thomas. Il y a une différence. Nous commerçons avec des espèces qui acceptent de nous traiter d'égal à égal. Nous coopérons avec ceux qui respectent notre souveraineté. Nous nous défendons contre ceux qui ne la respectent pas. Et nous découvrons que la liberté vaut bien plus que l'accès à des marchés qui ne nous ont jamais considérés que comme des subordonnés. Les mandibules de la sourenne Tresque claquèrent selon un rythme que le traducteur de Thomas interpréta comme de l'incertitude. Le Conseil n'autorisera pas un exode massif. Si plusieurs espèces tentent de se retirer, ils répondront par la force. Probablement, acquiesça Thomas. C'est pourquoi vous ne faites pas comme nous. Nous avions le luxe d'être suffisamment forts pour nous défendre et suffisamment éloignés des territoires du corps du Conseil pour que toute riposte militaire soit coûteuse. La plupart d'entre vous n'ont pas ces avantages. Alors, que suggérez-vous ? Demanda le ministre Kelvin. Thomas réfléchissait à cette question depuis des mois, depuis que les premières demandes de renseignements officieuses avaient donc commencé à arriver. La réponse n'était pas simple, mais elle était claire. « Vous développez votre influence », a-t-il déclaré. « Vous nouez des alliances économiques entre vous, indépendamment du contrôle du Conseil. Vous élaborez des accords de coopération militaire qui ne nécessitent pas l'approbation du Conseil. Vous créez des structures parallèles qui vous rendent moins dépendants des systèmes du Conseil. Et lorsque vous êtes prêt, lorsque vous êtes suffisamment fort pour qu'ils ne puissent pas vous écraser facilement, alors vous vous retirez. Cela pourrait prendre des décennies, dit le docteur Venn. Cela prendra des décennies, confirma Thomas. La liberté ne se gagne pas en un jour. Elle se construit pierre par pierre, jusqu'à ce qu'on soit assez fort pour la revendiquer et la défendre. Le haut coordinateur Vess observa Thomas de ses yeux noirs impénétrables. Et l'humanité, quel rôle joues-tu dans tout cela ? Thomas s'attendait à cette question. Nous proposons une alternative. Des accords commerciaux qui ne vous obligent pas à renoncer à votre souveraineté. Un partage de technologies mutuelles et non unilatérales. Une coopération en matière de sécurité qui respecte votre indépendance. Nous ne cherchons pas à remplacer le Conseil par une hégémonie humaine. Nous démontrons qu'une civilisation galactique n'exige pas la subordination. Vous construisez une alliance, a déclaré l'ambassadeur Shrek. Nous construisons un partenariat, corrigea Thomas, entre égaux, sans hiérarchie, sans exploitation, sans subordination d'aucune espèce à une autre. Juste une coopération mutuelle fondée sur le respect mutuel. Les représentants échangèrent des regards. Une communication complexe se déroulant par le langage corporel et des signaux subtils que Thomas ne parvenait pas à interpréter pleinement. Il avait exposé sa vision. Il leur fallait maintenant décider si elle leur paraissait réalisable. Il nous faudrait des garanties, a finalement déclaré le ministre Kelvin. Une protection pendant la période de transition, un soutien économique, une assistance militaire si le Conseil réagit avec fermeté. Nous pouvons discuter des modalités, a répondu Thomas. Mais comprenez bien, il ne s'agit pas d'humanité pour vous protéger. Il s'agit de notre solidarité. Si l'on veut être libre, il faut être prêt à défendre cette liberté. 5 ans après le retrait, Thomas se trouvait dans un centre de commandement situé profondément sous Genève, observant une crise se dérouler en temps réel. Les murs étaient tapissés d'écrans, affichant des cartes stellaires, les positions de la flotte, les interceptions de communication et des analyses tactiques. 20 officiers travaillaient à différents postes dans la pièce. Leur voix calme, malgré la tension palpable qui y régnait, telle une décharge d'électricité statique. Les calèches étaient passées à l'action.
La souveraine Tresk avait consacré les 4 dernières années à suivre les conseils de Thomas. Elle avait tissé des alliances économiques avec les Nîmes, les Drécies et une douzaine d'autres espèces exaspérées par le joug du Conseil. Elle avait négocié des accords de coopération militaire, instaurant des obligations de défense mutuelle. Elle avait systématiquement réduit la dépendance de son espèce vis-à-vis des systèmes du Conseil, jusqu'à ce que les mondes ruches puissent fonctionner de manière autonome. Et qu'il y a 3 jours, elle avait annoncé le retrait de la Confédération Kalesh du Conseil galactique. La réaction avait été immédiate et brutale. Les Vesques avaient déployé 4 groupes de combat vers l'espace Kalesh en quelques heures. L'hégémonie avait activé ses flottes de réserve. Le Conseil avait adopté une résolution d'urgence déclarant illégal le retrait des calèches et autorisant une intervention militaire pour en assurer le respect. Il la qualifiait d'opération de police. Thomas, lui, la qualifiait de véritable guerre, destinée à terroriser toute espèce envisageant l'indépendance. Les éléments de tête vesque atteindront la frontière calèche dans 6 heures, annonça l'amiral Chen depuis son poste. Promu au commandement suprême des forces armées 2 ans auparavant, son génie stratégique avait été reconnu après qu'elle eut repoussé avec succès 3 attaques du Conseil visant à explorer l'espace humain. La flotte hégémonique a 12 heures de retard. La secrétaire générale Okoye se tenait près de Thomas, le visage impassible. « Où en sommes-nous » demanda-t-elle. « Les 5e et 7e flottes sont positionnées aux coordonnées convenues, répondit l'amiral Chen. Il nous faudra encore 18 heures pour atteindre l'espace calèche si nous donnons l'ordre. La 3e flotte est en réserve à notre frontière. Les Drécies ont mobilisé leurs forces défensives et les Nîmes déploient leurs escadrons du génie. Thomas étudia la situation tactique. Les calculs étaient complexes. L'armée calèche était respectable, mais pas assez puissante pour résister aux forces combinées des Vesques et de l'hégémonie. Ils se battraient, infligeraient en des pertes, mais finiraient par être écrasés. Le Conseil ferait alors un exemple occupant leur monde et installant un gouvernement fantoche pour démontrer le sort réservé aux espèces qui défient l'ordre établi, à moins d'une intervention extérieure. Communication du gouvernement calèche, annonça un officier. La souveraine Tresk demande une consultation d'urgence. Passez-la-moi, dit Patricia. L'écran principal afficha l'image de Tresk. Ses yeux composés reflétaient la lumière crue de ce qui ressemblait à un centre de commandement militaire. Derrière elle, Thomas aperçut d'autres calèches se mouvant, avec l'efficacité coordonnée d'une espèce grégaire menacée. Le secrétaire général Okoye, l'ambassadeur Garrett, a déclaré Tresk. Son interprète a retranscrit sa voix avec une pointe d'amertume, peut-être de peur, de colère, ou les deux. Les flottes du Conseil approchent de notre territoire. Elles exigent notre reddition sans condition et notre réintégration sous l'autorité du Conseil. « Quelle est votre évaluation militaire » demanda Patricia. « Nous pourrions les contenir pendant 3 jours si nous engageons toutes nos forces, » répondit Tresk. « Mais le coût sera catastrophique. Nous prévoyons 70% de pertes dans nos flottes de défense. Et même si nous parvenons à repousser la première vague, ils en enverront d'autres. » Le Conseil a clairement indiqué que l'enjeu dépassait largement le cadre des calèches. C'est un message adressé à toutes les espèces qui observent. Thomas savait ce qu'elles cherchaient réellement à savoir. Ils avaient passé 4 ans à tisser des liens, à signer des accords, à faire des promesses de soutien mutuel et de sécurité collective. À présent, les calèches étaient menacées d'anéantissement et voulaient se savoir si ces promesses avaient encore un sens. Patricia regarda Thomas. « Votre recommandation » Thomas s'était éveillé depuis 36 heures, à effectuer des simulations et à consulter des stratèges militaires et des conseillers politiques. La décision se résumait à un simple calcul. L'humanité était-elle prête à entrer en guerre contre le Conseil pour défendre le principe d'indépendance? Il repensa à la décennie écoulée, aux années d'humiliation dans les salles du Conseil, à voir son espèce traitée comme une enfant dangereuse. Le retrait, l'abandon de tout ce qu'ils avaient construit, car rester signifiait
accepter la subordination. 18 mois d'isolement, prouvant que l'humanité pouvait prospérer sans l'approbation du Conseil. Cultiver avec soin des alliances, avec des espèces aspirant à un avenir meilleur. Tout cela a mené à ce moment. Nous honorons nos engagements, déclara Thomas. Nous avons déployé les 5e et 7e flottes. Nous affirmons clairement qu'une attaque contre les calèches est une attaque contre les alliés de l'humanité, et nous défendons nos alliés. Patricia soutint son regard un long moment. Thomas savait ce qu'elle pesait. Les pertes humaines, des perturbations économiques, le risque d'une guerre plus vaste, susceptible d'engloutir tout le secteur. Face à cela, le principe selon lequel les espèces ont le droit de choisir leur propre gouvernement sans être écrasées par des puissances supérieures. Amiral Chen, dit Patricia sans quitter Thomas des yeux. Exécutez l'ordre de déploiement numéro 7. Nos flottes sont autorisées à pénétrer dans l'espace calèche et à prendre des positions défensives. Toute force du Conseil qui s'engagera avec les calèches sera considérée comme hostile aux intérêts humains. Bien reçu, dit l'amiral Chen. Thomas perçut la satisfaction dans sa voix. L'armée attendait ce moment avec impatience. L'occasion de démontrer que l'humanité n'était pas seulement capable de se défendre, mais aussi disposée à projeter sa puissance pour défendre ses principes. Souraine Tresque, poursuivit Patricia en se retournant vers l'écran. Des forces humaines arriveront dans votre espace d'ici 18 heures. D'ici là, vos forces défensives doivent maintenir leur position, mais éviter toute offensive. Nous ne voulons donner au Conseil aucun prétexte pour prétendre que vous avez tiré la première. Les yeux composés de Tresque semblèrent scintiller. Secrétaire général, cela signifiera la guerre contre le Conseil. L'humanité a prospéré durant ces années de paix. En êtes-vous certain? Il n'y a pas de paix dans une galaxie où les forts écrasent les faibles pour avoir osé être libres. Patricia l'interrompit. Nous en sommes certains. La transmission s'arrêta. Thomas sentit le poids de leur engagement peser sur la pièce comme une présence tangible, à s'installer dans la pièce comme une présence physique. Dans 18 heures, les vaisseaux de guerre humains affronteraient pour la première fois les forces du Conseil dans un combat direct. Tout ce qui suivrait dépendrait de l'issue de cette confrontation. « Appelez-moi le ministre du Commerce, très élégant, dit Thomas à l'officier de communication, et le docteur Venn du consortium d'ingénierie Nîmes. Si nous agissons ainsi, nous devons nous assurer que tous les signataires d'accords de défense mutuelle comprennent que nous les invoquons. » Les 6 heures suivantes furent un tourbillon d'échanges diplomatiques. Les Dressi acceptèrent de positionner leurs forces de manière à menacer les lignes de ravitaillement VESC. Le Nîmes engagea ses escadrons du génie pour fournir un soutien technique aux installations défensives calèches. Les Torvins, toujours membres du Conseil en théorie, rappelèrent discrètement leurs vaisseaux des opérations conjointes et les déployèrent en position défensive autour de leur système d'origine. La surprise fut du côté des généraux. Le haut coordinateur Vess apparut sur le canal personnel de Thomas, son expression toujours aussi impénétrable. « Ambassadeur Garrett, déclara. Vess, le concordat des généraux évalue notre position au sein du Conseil depuis un certain temps. Votre intervention en faveur des calèches a clarifié notre position. » Thomas sentit son pouls s'accélérer. « Coordinateur, nous annonçons notre retrait du Conseil galactique avec effet immédiat, déclara Vess. De plus, nous engageons des flottes de 3e et 8e génération pour des opérations défensives dans l'espace calèche. Le Conseil doit comprendre que son ère de domination sans partage touche à sa fin. Thomas dut s'asseoir. Les Gans n'étaient pas une simple espèce mineure se plaignant du contrôle du Conseil. C'était une puissance moyenne dotée d'une force militaire et d'une influence économique considérable. Leur retrait portait un coup dur à l'autorité du Conseil. Le Conseil réagira avec vigueur, prévint Thomas. Vous ferez face aux mêmes menaces que les calèches. C'est pourquoi nous ne nous retirons pas seuls, répondit Vess. Nous sommes en contact avec 17 autres espèces. Toutes ne sont pas prêtes à partir immédiatement, mais suffisamment le sont pour que le Conseil puisse faire face à plusieurs crises simultanément. Ils ne peuvent pas tous nous anéantir d'un coup.
C'était la stratégie que Thomas avait esquissée 5 ans auparavant, mais l'avoir mise en œuvre était stupéfiante. Le Conseil galactique avait perduré pendant 60 000 ans, une institution si profondément enracinée que la plupart des espèces ne pouvaient concevoir l'existence en dehors de sa structure. À présent, il se fracturait et l'humanité se trouvait au cœur de cette fracture. Coordonnatrice, si vous persistez dans cette voie, nous devons coordonner nos déploiements, dit Thomas, son esprit déjà occupé à analyser les implications tactiques. Des forces humaines et génétiques combinées constitueraient un moyen de dissuasion difficile à surmonter pour le Conseil. D'accord, répondit Vess. Je transmets dès maintenant le déploiement de nos flottes. Je suggère la mise en place d'une structure de commandement conjointe. Thomas regarda Patricia, qui acquiesça. Notre agent de liaison militaire contactera le vôtre dans l'heure, annonça Thomas. La transmission s'interrompit. Le centre de commandement était plongé dans le silence, chaque officier s'étant arrêté pour écouter l'échange. Eh bien, dit Patricia à voix basse, nous voulions démontrer qu'il existait des alternatives à l'autorité du Conseil. Je crois que nous avons réussi. Thomas retourna vers l'écran tactique. 17 espèces envisagent de se retirer. Les DJ sont déjà engagés. Les Dressi, les Nîmes et les Torvan se mobilisent pour soutenir les calèches. Et au cœur de tout cela, des flottes humaines se mettent en marche pour faire respecter le principe selon lequel la liberté mérite d'être défendue. Le Conseil appellerait cela une rébellion. L'histoire appellerait cela une révolution. Thomas disait que c'était plus que nécessaire. La bataille de Kalesh Prime dura 4 heures et 17 minutes. Thomas suivit son déroulement depuis le centre de commandement, chaque flux de données des capteurs et chaque rapport tactique lui parvenant avec une clarté cristalline. Les groupes de combat Vesques étaient arrivés les premiers, arrogants dans leur supériorité supposée, exigeant la reddition de Kalesh tout en se mettant en formation d'attaque. Ils ne s'attendaient pas à trouver des vaisseaux de guerre humains qui les attendaient. La 5e flotte, sous le commandement du contre-amiral Vincent Torres, s'était positionnée en sphère défensive autour du système Kalesh. Lorsque le commandant Vesque exigea leur retrait sous peine d'anéantissement, Torres répondit par une simple transmission. « Osez tirer ». Les Vesques osèrent. La première salve illumina l'écran tactique comme une constellation naissante. Les canons à plasma Vesque, armes qui avaient dominé la guerre du Conseil pendant des siècles, pilonnèrent les positions humaines. Les boucliers humains absorbèrent les impacts, les systèmes de dispersion d'énergie, répartissant les dégâts sur les réseaux défensifs imbriqués. Puis, les vaisseaux humains ripostèrent. Les projectiles des canons électromagnétiques, filant à des vitesses relativistes, transpercèrent le blindage Vesque comme du papier, et des nuées de missiles submergèrent leur système de défense ponctuel. Et la nouvelle technologie de perturbation quantique que l'humanité avait développée en vase clos a percé les boucliers Vesques, censés être impénétrables. En 1 heure et demie, les Vesques avaient perdu la moitié de leur groupe de combat. Le commandant Vesque demande des conditions, annonça l'amiral Chen, la voix empreinte d'une satisfaction farouche. Il tente de négocier un cessez-le-feu. Refusé, répondit Patricia sans hésiter. Ils sont venus ici pour anéantir une espèce qui ose être libre. Ils ne peuvent pas abandonner quand ils découvrent que c'est plus difficile que prévu. Thomas observait la flotte Vesque qui tentait de se reformer, cherchant à prendre ses distances pour une retraite en bon ordre. Les vaisseaux humains les poursuivaient avec une froide efficacité, ne leur laissant aucun répit. Ce n'était pas de la cruauté, c'était de la stratégie. Le Conseil devait comprendre que l'agression contre les espèces libres avait un prix. La flotte hégémonique arriva 2 heures après le début de la bataille et fit immédiatement demi-tour. Son commandant avait vu les Vesques se faire démanteler et avait décidé que la discrétion valait mieux que la destruction. Ils ne formulaient aucune revendication, aucune menace. Ils se contentèrent de fuir. Lorsque les combats cessèrent, les Vesques avaient perdu 42 vaisseaux capitaux et 3 fois plus de vaisseaux de soutien.
Les pertes humaines furent minimes. Quelques dégâts au bouclier, 2 frégates à réparer, aucun mort. Le message était on ne peut plus clair. L'humanité était non seulement capable de se défendre, mais aussi de projeter sa puissance, de défendre ses alliés et de faire payer au Conseil son agression. Les conséquences furent rapides. En moins de 24 heures, 9 espèces annoncèrent leur retrait du Conseil. En une semaine, elles étaient 34. La hiérarchie soigneusement établie, qui avait maintenu l'ordre galactique pendant 60 millénaires, s'effondrait comme un château de cartes. La réaction du Conseil était prévisible. Ils tentèrent de négocier. La haute arbitre Xantari elle-même prit contact avec le secrétaire général Okoye par des voies détournées, demandant un dialogue. Patricia avait transmis la demande à Thomas. Il était maintenant assis dans une salle de communication privée, observant l'image holographique de l'arbitre se matérialiser en face de lui. Elle paraissait plus âgée qu'il ne s'en souvenait, et sa voix portait une pointe d'épuisement. « Ambassadeur Garrett, dit-elle. Ou devrais-je dire, ministre Garrett ? Je crois savoir que vous avez accepté un poste au sein de la nouvelle structure gouvernementale humaine. » La ministre des Affaires étrangères, Thomas, a confirmé. La promotion avait eu lieu 3 mois auparavant, en reconnaissance de son rôle dans la construction de l'Alliance qui redessinait désormais le paysage politique galactique. « Que puis-je faire pour vous, arbiteur ? Vous pouvez nous aider à trouver une voie à suivre qui n'aboutisse pas à une guerre galactique », a-t-elle déclaré sans ambages. 57 espèces se sont soustraites à l'autorité du Conseil ces 2 derniers mois. Les réseaux commerciaux s'effondrent. La coopération en matière de sécurité est rompue. Certaines régions de l'espace sombrent dans le chaos, car les autorités locales ne reconnaissent plus la juridiction du Conseil. C'est la conséquence logique d'un système fondé sur l'exploitation et la peur, a déclaré Thomas. Il a gardé un ton calme et professionnel, mais il ne pouvait dissimuler une pointe de satisfaction. Les harmonies de l'arbitre prirent une tournure stridente. Nous avons offert structure, ordre, protection pendant 60 000 ans. Le Conseil a maintenu la paix. Pour les puissants, interrompit Thomas. Le Conseil a maintenu la paix pour les espèces au sommet de la hiérarchie. Tous les autres ont obtenu la stabilité au prix de leur autonomie, la protection en échange de leur subordination. Ce n'est pas la paix, c'est une occupation déguisée en opération de communication. L'arbitre resta silencieux un long moment. « Que voulez-vous, ministre Garrett ? Que faudrait-il pour que l'humanité cesse d'inciter les espèces à quitter le Conseil ?» Thomas s'était préparé à cette question. Il avait passé des semaines en séance de stratégie avec Patricia, l'amiral Chen et des représentants d'espèces, alliés, à élaborer les contours d'un ordre galactique durable. La dissolution, avait-il simplement déclaré. L'image de l'arbitre vacilla légèrement. Thomas ne sut dire si c'était dû à une interférence technologique ou à un choc. « Vous voulez qu'on dissolve le Conseil galactique ? Le Conseil, tel qu'il existe actuellement, est irrémédiable, déclara Thomas. Il repose sur des principes qui perpétuent l'inégalité, structurés pour maintenir la domination des espèces fondatrices, tout en exploitant les autres. On ne peut pas le réformer. On ne peut que le remplacer. Le remplacer par quoi ? L'hégémonie humaine ? Thomas secoua la tête. Remplacez-la par une véritable coopération, une alliance d'espèces souveraines, chacune conservant sa pleine autonomie, s'unissant pour un bénéfice mutuel et non par contrainte. Pas de hiérarchie, pas de siège permanent doté d'un droit de veto, pas de réglementation discriminatoire. « C'est le chaos », déclara l'arbitre, sans structure, sans autorité. La civilisation galactique se fragmentera en conflits sans fin. Ou alors, cela évoluera vers quelque chose de mieux, rétorqua Thomas. Vous partez du principe que les espèces ne peuvent coopérer que si elles y sont contraintes. Mais regardez ce que nous avons accompli en 5 ans. 34 espèces qui travaillent ensemble, coordonnent le commerce et la sécurité sans que personne ne les force. Ce n'est pas parfait, mais c'est fondé sur le choix et non sur la coercition. Les harmoniques de l'arbitre changèrent.
trahissant peut-être le désespoir. Les espèces fondatrices n'accepteront jamais la dissolution. Elles ont détenu le pouvoir trop longtemps pour l'abandonner volontairement. Elles seraient alors laissées pour compte, dit Thomas. Les espèces qui se retirent du Conseil ne demandent pas la permission. Elles reprennent leur liberté. L'espèce fondatrice peut soit s'adapter à la nouvelle réalité, soit s'accrocher à un système agonisant jusqu'à son effondrement total. Vous condamnez la galaxie à la guerre, déclara l'arbitre. Nous offrons un choix à la galaxie, corrigea Thomas. Se soumettre à l'ancien ordre ou rejoindre un nouvel ordre. Certaines espèces choisiront la guerre, mais je pense que vous constaterez que la plupart préfèrent la liberté. La conversation se poursuivit pendant 1 heure, l'arbitre cherchant un compromis, Thomas restant inflexible. Finalement, ils ne s'étaient mis d'accord sur rien d'autre que de continuer à discuter. Mais Thomas savait que les véritables négociations ne se déroulaient pas en privé. Le même scénario se répétait à travers la galaxie, espèce après espèce, tandis que les gouvernements évaluaient leurs options et choisissaient leur avenir. 3 mois plus tard, Thomas se retrouva dans l'espace, mais cette fois-ci en route pour une assemblée d'un tout autre genre. Les espèces fondatrices du Conseil galactique avaient accepté un sommet, ultime tentative pour préserver leur autorité. Ils avaient invité des représentants des espèces dissidentes, espérant sans doute négocier des accords individuels qui fragmenteraient le mouvement indépendantiste. Ils allaient avoir une surprise. Le vaisseau de Thomas accosta à la station neutre où se tenait le sommet. Il portait désormais l'uniforme officiel du ministère des Affaires étrangères de la Terre, noir avec des galons argentés, la bille bleue de la Terre bien visible sur son épaule. Il n'était pas seul. La souveraine Tresk marchait à ses côtés, accompagnée de la haute coordonnatrice Vess, du ministre Kelvin, du docteur Venn et de représentants de 43 autres espèces. Ils entrèrent ensemble dans la salle de conférence. Cette unité forcée mit visiblement mal à l'aise les représentants du Conseil. L'ambassadeur Vesk était présent, ses mandibules claquant nerveusement. La Fédération du commerce Trell avait dépêché ses ministres les plus importants. Le commandement militaire de l'hégémonie occupait une section entière. Au centre, les espèces fondatrices siégeaient au poste de prééminence qu'elles occupaient depuis 60 000 ans. La haute arbitre Xantari ouvrit la séance. « Nous sommes réunis pour discuter de l'avenir de la gouvernance galactique », commença-t-elle, sa voix soigneusement modulée pour la diplomatie. Les récents bouleversements ont engendré incertitude et instabilité. Nous croyons que par le dialogue et le compromis, nous pouvons trouver une voie à suivre qui profite à toutes les espèces. Thomas se leva. « Nous sommes d'accord, dit-il. C'est pourquoi nous proposons la dissolution officielle du Conseil galactique et la mise en place d'un nouveau cadre de coopération interstellaire. » La salle s'embrassa de protestations et d'objections. Thomas attendit que le bruit se calme. « Pendant 60 000 ans, vous avez maintenu un système qui profite à une minorité au détriment de la majorité, poursuivit-il une fois qu'il put se faire entendre. Vous avez utilisé la réglementation pour étouffer la concurrence, la force militaire pour intimider les dissidents et la pression économique pour maintenir votre emprise. Ce système touche à sa fin, non pas parce que nous le détruisons, mais parce que les espèces choisissent de le quitter. » Il activa un affichage holographique révélant l'état actuel de la politique galactique. Plus de la moitié de l'ancien territoire du Conseil était désormais gouverné par des coalitions indépendantes ou des accords bilatéraux échappant à l'autorité du Conseil. Vous pouvez soit accepter cette réalité et collaborer avec nous pour bâtir un avenir meilleur, déclara Thomas, soit vous battre pour préserver un système déjà moribond. Choisissez judicieusement. 10 ans après que l'humanité eut quitté le Conseil galactique, Thomas se tenait dans un jardin sur Terre, observant sa petite fille poursuivre. Des papillons parmi des plantes à fleurs génétiquement modifiées pour prospérer en microgravité. Elle avait 4 ans, née dans un univers où l'autorité du Conseil n'était plus qu'une simple note de bas de page historique, et non une réalité oppressive.
Elle ne saurait jamais ce que signifiait se soumettre à des puissances étrangères, accepter un statut subalterne, voir son espèce jugée et jugée insuffisante par ceux qui craignaient le potentiel humain. Le sommet s'était achevé sans victoire, ni défaite, mais dans l'épuisement. Les espèces fondatrices avaient refusé de dissoudre formellement le Conseil, s'accrochant à l'illusion de leur autorité alors même que leur pouvoir réel s'évaporait. Elles se conservaient leur grande salle d'assemblée, maintenaient leurs votes et adoptaient leurs résolutions. Et elles étaient de plus en plus ignorées par une galaxie qui avait découvert d'autres voies. Le nouvel ordre n'était pas une institution unique, mais un réseau de relations, d'accords bilatéraux et de coalitions régionales permettant aux espèces de coopérer sans renoncer à leur souveraineté. Les calèches, les xènes, les dressis, les nimes et 47 autres espèces avaient formé le pacte des systèmes indépendants, une alliance de défense mutuelle et de commerce fondée sur les principes d'égalité et de coopération volontaire. L'humanité y avait sa place, mais n'en était pas le centre. C'était essentiel pour Thomas, car cela prouvait que l'objectif n'était pas de remplacer l'hégémonie du Conseil par la domination humaine, mais de créer des systèmes où la domination elle-même n'était pas nécessaire. Le commerce prospérait sans que les réglementations du Conseil n'étouffent l'innovation. La technologie a progressé grâce au partage libre des connaissances entre les espèces, plutôt qu'à leur accumulation pour obtenir un avantage compétitif. Certes, des conflits ont surgi, notamment autour des ressources, du territoire et des valeurs incompatibles, mais ils se sont résolus par la négociation entre égaux et non par la force. Les espèces fondatrices observaient la situation depuis leurs territoires en déclin, encore assez puissantes pour être dangereuses, mais plus assez dominantes pour exercer un contrôle absolu. Certaines s'étaient adaptées, intégrant les nouveaux réseaux sur un pied d'égalité. D'autres sont restées isolées, nourrir les rancœurs et comploter pour un retour à une gloire perdue qui ne viendrait jamais. Le communicateur de Thomas sonna. Il y jeta un coup d'œil, puis sourit. Un message de Rebecca Martinez, désormais ambassadrice des sciences humaines auprès du Pacte des systèmes indépendants. Elle faisait un compte-rendu de la réunion inaugurale de l'Assemblée de coordination interespèces, un nouvel organe conçu pour faciliter la coopération face aux défis galactiques, sans la hiérarchie et l'exploitation qui avaient caractérisé le Conseil. 73 espèces étaient représentées, précisait le message de Rebecca, dont 3 des espèces fondatrices du Conseil. Ils appellent nos ça le statut d'observateur, mais on sait tous ce que ça signifie vraiment. Ils commencent à comprendre. Thomas a répondu par écrit. Enfin, il leur aura fallu 10 ans pour réaliser que la galaxie avait continué d'avancer sans eux. Sa petite fille a couru vers lui, le souffle coupé par l'excitation, tenant délicatement un papillon bleu dans ses petites mains. « Grand-père, regarde, j'en ai attrapé un. » Thomas s'agenouilla à sa hauteur et examina le papillon avec la solennité requise. « C'est un azuré de la Lune, » lui dit-il. Ils ont failli disparaître il y a 100 ans, mais nous les avons ramenés grâce à des archives génétiques et à un élevage sélectif. Pourquoi avaient-ils disparu ? Demanda-t-elle, son jeune visage se crispant d'inquiétude. Parce que les gens ne faisaient pas attention, expliqua Thomas. Ils étaient préoccupés par autre chose et ne se rendaient pas compte des dégâts qu'ils causaient avant qu'il ne soit presque trop tard. Elle réfléchit sérieusement, puis ouvrit délicatement les mains pour laisser partir le papillon. Celui-ci fit un tour autour de sa tête avant de s'envoler vers les parterres de fleurs. « Il faut toujours faire attention, » dit-elle avec la certitude absolue de l'enfance. « Oui » acquiesça Thomas. « Il le faut. » Patricia Okoye le retrouva 1 heure plus tard, flânant dans les allées du jardin. Elle avait maintenant 81 ans et entamait son 4e mandat de secrétaire générale. Malgré son âge, elle restait vive et impressionnante. Elle marchait lentement, ménageant une hanche que les nanotechnologies pourraient réparer, mais qu'elle refusait de laisser toucher aux médecins. « Cela me rappelle que je suis mortelle », avait-elle dit lorsque Thomas lui avait posé la question. Les dirigeants devraient se souvenir de leur mortalité.
Quelle belle journée, dit Patricia, en s'installant sur un banc à côté de lui. Difficile de croire que ce jardin se trouve sur une station spatiale. Ils étaient à bord de la station Harmony, la plus grande installation orbitale de l'humanité. Un anneau gigantesque abritant 30 000 résidents permanents et servant de centre administratif pour les opérations interstellaires de la Terre. Le jardin occupait 2 niveaux entiers, un chef-d'œuvre d'ingénierie qui offrait un répit psychologique face à l'environnement artificiel. J'ai reçu un message du VESK ce matin, dit Patricia. Des excuses officielles pour leurs agissements durant la crise du sevrage. Ils demandent la normalisation des relations. Thomas sentit une émotion complexe se nouer dans sa poitrine, une sensation qu'il ne parvenait pas à identifier. 10 ans plus tard, ils présentent leurs excuses. Mieux vaut tard que jamais, a dit Patricia, même si je soupçonne que c'est moins par véritable remords que par nécessité économique. Ils ont besoin d'accéder à nos marchés. Qu'avez-vous répondu? Que nous allions y réfléchir, a répondu Patricia. Une fois les conditions requises remplies, il faudrait verser des réparations aux calèches pour la tentative d'invasion, reconnaître officiellement le pacte des systèmes indépendants et régler quelques autres points qui leur prendront des années. Thomas acquiesça. C'était la bonne approche, non pas la vengeance, mais la responsabilisation. Les Vesques devaient comprendre que leurs actes avaient des conséquences, qu'on ne pouvait pas tenter d'anéantir une espèce et espérer des relations amicales 10 ans plus tard sans avoir réparé ses torts. Ne vous attendez pas à des relations amicales 10 ans plus tard sans que les rancœurs ne soient apaisées. Les historiens l'appellent que la grande fracture, expliqua Patricia, le moment où la civilisation galactique a fondamentalement changé de cap. Il la compare à la chute des empires à travers l'histoire humaine. Qu'en pensez-vous? Demanda Thomas. Patricia resta longtemps silencieuse, observant les oiseaux importés de la terre voleter entre les arbres. Je crois que c'était inévitable, finit-elle par dire. Le modèle du Conseil a toujours été intenable. On ne peut pas maintenir indéfiniment une hiérarchie fondée sur l'âge et la puissance militaire. Surtout quand des espèces plus jeunes développent sans cesse des capacités qui remettent en cause l'ordre établi. Nous n'avons été que le catalyseur. C'est nous qui avons été assez obstinés pour refuser notre sort, dit Thomas. Assez obstinés pour croire que nous méritions mieux, corrigea Patricia. Il y a une nuance. Thomas repensa à la décennie écoulée, aux batailles menées et gagnées, aux alliances tissées et entretenues, au travail de longue haleine et fastidieux que représentait la construction de nouveaux systèmes pour remplacer les anciens. Ce n'avait pas été une partie de plaisir. L'essentiel du travail avait consisté en des négociations fastidieuses et des tâches administratives complexes. Le travail ingrat de gouvernance qui n'a jamais trouvé sa place dans les récits historiques. Mais il avait compté. Pensez-vous que cela en valait la peine? Demanda Patricia. Tout ce que nous avons sacrifié, tout ce que nous avons risqué, les vies perdues lors de la bataille de Calèche et de Calèche Prime, les bouleversements économiques, l'incertitude. Thomas regarda sa petite fille, qui continuait de courir après les papillons, insouciante, grandissant libre comme sa génération ne l'avait jamais été. Oui, dit-il simplement, ça en valait la peine. Patricia sourit, son visage mêlant des décennies d'épuisement et de satisfaction. Très bien, car je prends ma retraite l'année prochaine et je vous recommande comme successeur. Thomas se tourna vers elle, la fixant du regard. Quoi? Je prends ma retraite, répéta Patricia calmement. J'occupe ce poste depuis 20 ans. Il est temps que quelqu'un d'autre prenne le relais. Vous avez consacré une décennie à bâtir ce nouvel ordre. Il vous incombe de le guider vers l'avenir. J'ai 63 ans, protesta Thomas. Je comptais prendre ma retraite, passer du temps avec ma famille. Vous avez 63 ans et vous êtes en parfaite santé grâce à cette même nanotechnologie médicale que vous avez contribué à rendre accessible à la moitié de la galaxie, l'interrompit Patricia. Vous avez encore 40 belles années devant vous, probablement plus. Et surtout, vous comprenez ce que nous avons construit et pourquoi c'est important. Ce n'est pas courant. Thomas aurait voulu argumenter,
expliquer toutes les raisons pour lesquelles il n'était pas le bon choix. Pourquoi quelqu'un de plus jeune et de plus dynamique devrait occuper ce poste. Mais en voyant l'expression de Patricia, il sut que la décision était déjà prise. Elle ne posait pas de questions, elle l'informait. « Tu es un tyran », dit-il d'un ton neutre. « Je suis pragmatique », corrigea Patricia. « La galaxie a besoin de continuité, de quelqu'un qui se souvienne pourquoi nous sommes partis, qui puisse l'expliquer à la génération suivante, qui ne soit pas tenté de compromettre les principes que nous avons établis pour un gain à court terme. » Elle se leva lentement, se préparant à partir. « Réfléchissez-y, mais pas trop longtemps. J'annonce ma retraite dans 3 mois, et je préfère dire aux gens qui me remplacent. » Thomas la regarda partir, sentant le poids de ce qu'elle venait de lui confier peser sur ses épaules. Secrétaire générale de la Terre, dirigeante de l'espèce indépendante la plus puissante de la galaxie, gardienne du nouvel ordre qu'ils avaient bâti sur les ruines de l'ancien. Sa petite fille accourut à nouveau, tenant cette fois une fleur qu'elle avait cueillie. « Pour toi, grand-père », dit-elle en la lui tendant avec une immense fierté. Thomas prit la fleur, une simple fleur bleue, qui enfreignait probablement une bonne douzaine de règles concernant la cueillette de fleurs. « Merci, ma chérie. Elle est magnifique. Comme toi, dit-elle. Puis elle rit de sa propre plaisanterie avant de repartir en courant. Thomas tenait la fleur délicatement, pensant au jardin, aux papillons et à l'avenir que nous construisons pour les générations futures. Il repensa à ce moment, 10 ans plus tôt, où il avait quitté la salle du conseil, emportant avec lui le poids de la dignité humaine dans une puce de données et quelques mots soigneusement choisis. Il repensa aux batailles menées, aux alliances forgées et au travail lent et patient nécessaire pour bâtir un monde meilleur. Et il pensa à sa petite fille, courant après les papillons dans un jardin à bord d'une station spatiale, libre comme les générations précédentes n'avaient pu que rêver. Patricia avait raison. Le travail n'était pas terminé. Il ne le serait jamais. Chaque génération serait confrontée à ses propres défis, à ses propres moments où elle devrait choisir entre le confort et les principes, entre l'acceptation et la liberté. Mais c'était justement le but. Ils auraient le choix. C'est ce que l'humanité avait gagné en se retirant discrètement et en forçant la galaxie à prendre conscience de son erreur. Le choix d'être libre. Thomas glissa la fleur dans la poche de sa veste et sortit son communicateur. Il tapa un message à Patricia. « Je le ferai, mais seulement si tu acceptes d'être conseillère. Je ne peux pas porter ce fardeau seul. » Sa réponse ne tarda pas. Marché conclu. Bienvenue au poste le plus difficile de l'espace humain. Thomas sourit, observant sa petite fille danser parmi les fleurs. La mission la plus difficile dans l'espace habité, peut-être, mais aussi la plus importante. Et il était prêt.